Ok, tout est parti, voilà. Bonjour à tous. Voilà, désolé pour le retard, il est 15h13. C'est contre notre volonté. Aujourd'hui, je reçois Gleb, qu'on connaîtra sous le forum, puisqu'il vient de s'inscrire sous un autre pseudo que j'ai déjà oublié. Est-ce que tu peux nous le rappeler rapidement? Cordost. Voilà. Avec lui, on parlait d'une stratégie qu'il applique. J'espère que c'est OK au niveau du son et de l'image. Tu peux me le confirmer sur le chat. Son et image, OK. Bien sûr, je m'excuse, Gleb, pour ce Non, c'est pas retard grave. et pour t'avoir fait galérer. Donc, tu m'expliquais juste avant, je vais résumer rapidement pour pas que les gens aient à reprendre de zéro. Donc, tu avais une approche avant avec plus d'indicateurs, etc. Au fur et à mesure, avec Voilà. l'expérience de trading, tu as simplifié tes graphiques pour te concentrer sur une poignée de moyennes mobiles qui font une sorte d'enveloppe. Ça reprend un peu l'idée de certains indicateurs de Belkayat et on reconnaît un peu la même approche que Raggy Horner. Apparemment, c'est aucune évolution de l'image. Merci de me le confirmer. Et encore une fois, désolé pour ce retard. On enchaîne tout de suite. On va pas tergiverser là-dessus. Une heure, c'est une approche. Voilà. Alors déjà, j'avais une question. En quoi c'est important pour toi d'observer ces moyennes mobiles? Comme tu dis, tu préfères des graphiques plus simples désormais. Pourquoi ça reste important pour toi de garder ces indicateurs pour repérer la tendance et éventuellement les zones de changement de tendance? Comme je te l'expliquais, c'est appliqué sur le plus haut, le plus bas et la clôture. Et ça définit pour moi une zone dynamique où le cours où il sera chaotique. Enfin, chaotique, pas tellement, mais ça me permettra de savoir si ça sort à la hausse. Il y a de très fortes chances que ce soit une tendance haussière, ou si ça sort à la baisse, que ce soit une tendance baissière. Mais après, je me base en fonction des plus hauts, des vagues ou des supports et résistances. Et là, justement, je viens de prendre en short sur l'euro USD à 1,3032 avec un stop à 1,3082. Et bon, je suis assez mitigé sur cette position, mais bon, je garde assez bon espoir. Mais comme je te le disais, je publierai après sur le forum quelque chose de vraiment plus détaillé pour le pourquoi de mes positions. Et enfin bon, voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais par rapport à tout à l'heure? Je sais même pas qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, bah on a... Ah oui, l'unité de temps, maintenant je travaillais en H1, alors qu'avant j'avais tendance à travailler en M5, M15, M30. Mais c'est quand même plus facile du point de vue de l'emploi du temps. Et c'est beaucoup moins stressant aussi de travailler sur du H1. Et en fait, le M5, M15, M30, il y a trop de faux signaux. Ok. Alors, j'ai Scalper qui nous demande sur le chat, c'est avec qui le live? Alors, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide de ton parcours dans le trading, Gab? Oui, en fait, je suis assez jeune. J'ai tout juste la vingtaine, enfin 21 ans. Ok, comme moi. Je me suis intéressé au monde de la finance vers mes 14-15 ans, parce que je baignais un petit peu là-dessus via la famille, tout ça. Après, j'ai commencé l'analyse technique via un site qui à l'époque s'appelait AT Bourse ou AT, je sais plus comment, analyse technique vers mes 16 ans, 17 ans. Puis je suis arrivé sur le Forex tout à fait par hasard par une personne que j'avais rencontrée qui était trader au Maroc et qui m'a présenté le Forex. Donc je me suis totalement mis dedans et ça va faire maintenant 2 ans que ça représente tout de même mon activité principale. Et avec une sacrée pause depuis février dernier parce que j'avais besoin de souffler, décompresser, c'est assez stressant pour moi vu ma position, et voilà, ça va faire vraiment 2 ans que je travaille à fond là-dessus et je fais des études en autodidacte à côté de ça. D'accord, donc là, c'est ton activité, la source de revenus principale, le trading. Voilà. En termes de pourcentage, par simple curiosité, tu arrives en moyenne, par mois, à générer combien de pourcents? C'est très variable parce que enfin c'est comme ma motivation à travailler, elle est assez approximative. C'est en général, je me fixe une certaine somme par mois de combien j'ai besoin, que j'arrive à atteindre en moyenne au bout d'une semaine et demie. Et après, tout ce qui dépasse à partir de cette semaine et demie, je mets de côté. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de vivre de février jusqu'à maintenant sans trop travailler. On va dire que un excellent, très 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 bon mois,
je peux arriver à un 100% sur mon capital total. Mais c'est parce qu'en même temps, je trade, j'ai un système où en fait j'ai trois comptes. J'ai mon capital principal, j'ai un compte de trading qui représente en moyenne, vu qu'il varie entre 10 et 15% de mon capital total, et un compte test qui représente des clopinettes. Et on va, ouais, c'est en moyenne, vu que je me permets de prendre d'assez très très gros risques. D'ailleurs, quand on avait discuté ensemble en printemps dernier, t'avais un peu halluciné, mais c'est, ouais, 100% en moyenne, on va dire 20, 25, 30% en moyenne, mais c'est parce que je prends quand même pas mal de risques. D'accord, ouais, donc des risques vraiment très importants. 5% en moyenne par position. Alors 5% ça va, mais ça De reste mon capital de important. trading. Pardon? De mon capital de trading. Et justement, alors, comme on l'avait vu avec Bird lors des différents podcasts, il y a quand même une belle différence entre les traders qui sont sous-capitalisés et les traders qui ont les plus gros capitaux. Juste, on va pas te demander de chiffres précis par rapport à ce que tu gagnes, t'inquiète pas, mais est-ce que tu trades plutôt avec quelques centaines ou avec plusieurs dizaines de milliers d'euros? Plusieurs dizaines de milliers. D'accord, oui, donc tu peux te. Donc c'est vraiment Ouais. étonnant. D'habitude, ce type de prise de risque se fait plutôt sur des petits comptes. Je vois, moi, par exemple, j'ai ouvert un compte que j'ai appelé le compte de la mort avec 250 Mhm. euros. Et là, je m'autorise des prises de risque de l'ordre que tu viens de citer. Mais c'est un compte beaucoup plus petit. Avec des plus grosses sommes, c'est quand même étonnant d'avoir autant de prises de risque. C'est pas trop stressant Mais pour toi? justement, c'est parce que, bon, je pourrais très bien me passer du trading pour vivre, parce que j'ai des revenus de la famille, tout ça. Mais comme je t'ai dit, j'ai mon capital trading qui ne représente que entre 10 et 15% de mon capital total. D'accord, ouais, donc ça reste quand même Donc acceptable. si je le crame, au pire, bon, bah, le compte suivant, je serai un peu beaucoup plus prudent. Ça m'est arrivé une fois. Bon, Depuis le début que tu es sur les marchés financiers, tu es positif? Au départ, non, mais depuis le début de l'année, oui. Chaque mois, euh, chaque mois, oui, je suis positif. Après, chaque semaine, non, mais en général, oui, oui. D'accord. Et donc juste pour avoir une indication, tu as dit que c'était variable, mais si tu veux faire une moyenne vraiment sur les 6 derniers mois par exemple, tu dirais que tu arrives à générer combien de pourcents? Je le ferai pas sur les 6 derniers mois parce que bon, j'ai vachement ralenti depuis février parce que j'avais besoin de décompresser, mais sur septembre, janvier, enfin septembre 2009, janvier 2010, il faudrait que je me replonge dans mes chiffres, mais en termes de pourcentage, vu que j'avais déjà commencé à ralentir, je devais tourner à hauteur de 40% par mois sur mon capital trading. Ce qui est vraiment très important. Justement, tu parles depuis février que tu as voulu déstresser. C'est par rapport au marché vraiment, donc c'est quand même que c'est quelque chose qui te met une certaine pression de prendre autant de risques par rapport à ton capital. Oui, autant de pression, mais c'est beaucoup de travail parce que, en fait, moi, je suis arrivé quand la crise, en plein milieu de la crise. C'est d'ailleurs, on va dire, grâce à la crise que j'ai réussi à tenir parce que, bon, à cette époque, il suffisait de vendre, et empocher les gains à la fin de la semaine. Donc là, je suis parti d'un capital de 1000 euros à la base que j'ai mis après quasiment tout l'argent que j'avais épargné durant ma jeunesse. Et là, ça a explosé à la hausse, en bien, mon capital. Et c'est là que j'ai réparti avec trois capitaux, donc trading, principal et test, mais le test il est insignifiant. Et bah, c'est comme ça que j'ai réussi à répartir. D'accord, Voilà. ok. Ben, merci pour ces explications précises. Alors, on va s'intéresser plus précisément à ton approche et à ta stratégie. Voilà. Là, tu dis que tu as eu. Oui. Je sais pas si on voit bien mon graphique. Alors si, je pense qu'on voit très bien. Moi en tout cas c'est vraiment nickel au niveau de ma qualité et vu que je diffuse en Mhm. HD sur Livestream, si les autres peuvent me confirmer qu'on voit bien le graphique de Gleb, ce serait sympa sur le chat. Donc j'attends vos réponses. Alors je vais mettre sur le chat également graphe de. Il y en a qui demandent, oui, qui sont un peu surpris qu'on te reçoive sur les bourses parce qu'on t'a jamais vu comme membre, etc. Oui, oui, non, mais je suis assez. Bah, je t'avais contacté en ayant vu tes vidéos sur Dailymotion, il me semble. Oui.
Et après, j'ai suivi, mais bon, j'ai une expérience d'un ancien forum, Trader Forex. Bon, c'est bien pour les débutants, mais bon, ça n'évolue pas beaucoup, donc je préfère suivre de loin que sans y participer vraiment. D'accord, ok, très bien. De toute façon, le trading, ça reste avant tout une aventure personnelle. De toute façon, au Mhm. final, on est toujours seul face à son capital et face au marché, donc on est le seul à appuyer sur la gâchette, si j'ose dire, au bon Oui, moment. oui, oui. Peu importe les analyses ou les conseils qu'on a pu entendre à droite à gauche, le trading, ça reste quelque chose de personnel. Après, il y en a qui ont besoin d'être quotidiennement, ce qui est compréhensible, hein, quand on fait du trading et que c'est son activité principale, on a besoin quand même d'avoir un peu comme des collègues en fait, donc une communauté autour de ça, etc. Ouais. Maintenant, il y en a qui en ont pas besoin forcément, donc c'est pour ça que moi, les deux approches, je trouve ça assez normal. Il y en a qui ont besoin d'être dans une ambiance un peu collective, donc d'échanger, etc. Toi, ton approche serait donc plutôt personnelle par rapport à l'investissement. Oui et non, parce que bon, j'ai toujours besoin de discuter avec des collègues, entre guillemets, mais enfin, ces derniers mois, comme je t'ai dit, j'ai ralenti, mais j'ai toujours discuté avant sur des forums. À l'époque, j'avais un ami qui n'est plus ami, avec qui je tradais quotidiennement. On était toute la journée sur Skype, donc. Mais j'aime bien, c'est par période, j'aime bien discuter, des fois j'aime bien être solitaire, c'est en Ok, fonction de mon caractère. ok. De mes journées. En tout cas, merci de nous accorder cette participation à l'émission, à la session de trading de 15 heures sur Vidéo Bourse. Donc, on va enchaîner avec Mhm. l'étude de tes graphiques. Alors, déjà, une heure c'est du court terme, mais c'est pas très dynamique. Est-ce que tu étudies beaucoup de paires ou tu te concentres uniquement sur l'euro-dollar? Attends, tu me dis si je fais beaucoup de pertes? Non, 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 beaucoup de paires différentes que tu étudies. Oui, non, de pertes, bah, euro-dollar, euro PY, GBP USD, USD CHF, dollar yen, USD CAD, et c'est tout principalement. D'accord, ok. Et En par moyenne, tu... exemple, avant j'étais sur le GBP yen, mais enfin, c'est un sentiment, j'ai arrêté cette paire, il y a quelque chose, une intuition, enfin, là, c'est plutôt de l'ordre psychologique, j'ai arrêté cette paire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai enregistré plus de pertes sur cette paire qu'avec les autres, alors pourtant que je ne changeais rien du tout. Oui, après, chaque paire a sa Ouais. spécificité, donc ça peut être compréhensible. En moyenne, tu prends combien de positions par jour ou par semaine? C'est très variable parce que si on regarde la période du 7 septembre au 10 septembre, enfin là, sur l'euro-dollar, non, même du 7 septembre au 14 septembre, je n'ai aucun point d'entrée. Et à partir du 14 septembre, j'ai un, deux points d'entrée. Et ça fait mes bénéfices pour la semaine, quoi. Donc D'accord. ça peut très bien être 15 entrées par semaine comme zéro. Et c'est pour ça il faut avoir les nerfs, savoir s'occuper psychologiquement à côté de ça. Voilà, ouais, Mais c'est très variable. une des difficultés du trading, et c'est ce qu'appelle Bird l'over trading, c'est de savoir rester en dehors du marché quand on n'a pas de signal précis. Comment tu gères ça, toi, justement, quand on a des stratégies qui sont pas super dynamiques, c'est-à-dire que c'est pas du scalping, c'est du court terme, mais c'est pas non plus du scalping, c'est-à-dire que tu as quand même des périodes assez creuses dans la journée, etc. Tu arrives psychologiquement à bien gérer ce fait de ne pas tout le temps être présent sur les marchés? Oui, oui, enfin, jusqu'à il y a encore un an, assez mal, mais c'est surtout là, j'avais énormément. C'est pour ça que j'ai fait une pause. Maintenant, je reviens sur les marchés beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et maintenant, principalement, j'ai acheté un tout petit notebook pour pouvoir suivre le marché. Par exemple, si je suis dehors, je vais chez McDo, chez Quick où il y a la Wi-Fi, je regarde. Ou alors avec mon iPhone, je suis les marchés parce que vu que je suis chez AvaFX, j'ai une petite application avec pas très complète, mais suffisamment complète pour que je puisse suivre de l'extérieur. Et comme ça me permet dans des zones, par exemple, quand il y a je sais pas, des indicateurs économiques qui vont tomber, enfin des chiffres économiques, je sais que ça va foutre la merde sur le marché, enfin que ça va un peu le perturber. Je sors et je le suis de loin en allant faire du sport, en allant voir des amis.
ou en restant chez moi tout simplement à jouer à la console. Ok. Et donc alors attends, il est 15h28, je vais aller me mettre sur le S&P pour voir un peu ce que donne l'ouverture de Wall Street. En même temps, on va continuer à discuter, mais c'est simplement que je vais quitter ton écran quelques minutes là. Oui, donc tu penses quand même que c'est quelque chose d'important de savoir rester en dehors du marché pour un trader, et Ouais. notamment, oui, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Ah oui, mais moi avant, quand j'ai vraiment commencé, toutes mes pertes, c'était purement psychologique, hein. C'est maintenant, je suis, on va dire que par rapport à l'argent, j'ai réussi à totalement me détacher de ça. C'est, je trade par passion. Mais justement, j'ai vraiment réussi à me détacher de ça. C'est pour ça, vraiment, la pause, j'en avais vraiment physiquement et moralement besoin. Et d'ailleurs, tous les traders, à mon avis, à un moment donné, ils ont besoin de sortir du marché, mais vraiment sortir complètement pendant 2 3 mois et revenir, un peu comme les sportifs de très haut niveau qui, souvent, après une blessure, ils reviennent et raflent tous les prix. C'est purement psychologique. Ok. Euh, alors, ton approche, finalement, elle a l'air assez simple, puisque ça s'est constitué de Oui. moyennes mobiles. En fait, comment tu as calculé ces moyennes mobiles précises? Est-ce que c'est ce que je te demandais au début? Est-ce que c'est toi-même qui as fait un constat et qui a remarqué des comportements des cours intéressants à ces niveaux? Ou est-ce que c'est une stratégie qui t'a été inspirée par quelqu'un d'autre? Non, non, c'est avant, déjà j'ai utilisé des moyennes mobiles, j'avais utilisé les EMA 34, enfin tout ça, et j'avais commencé à utiliser des moyennes mobiles 50, j'avais repéré certains niveaux, c'était intéressant de travailler avec des moyennes mobiles 50, et après j'ai commencé à travailler avec des enveloppes. À départ, j'avais juste une seule enveloppe appliquée sur le close, et j'ai trouvé intéressant justement les zones où ça rebondit dessus. Le problème, justement, un de mes problèmes, c'est que je suis pas assez fort en mathématiques pour expliquer ça. C'est comme j'ai été autodidacte, j'ai appris tout en autodidacte, j'ai appris en fonction de ce que je lisais à droite à gauche, donc rien que le vocabulaire, j'ai des lacunes là-dedans. Mais justement, comme tu dis, j'ai vu que il y avait des niveaux assez intéressants et ça correspond bien au marché et à ma manière de trader. Ok, merci pour les précisions. Donc aujourd'hui, tu prends des positions uniquement sur des critères très précis, donc plutôt une approche systématique, ou alors tu gardes quand même une partie très subjective dans ton trading et l'intervention humaine est indispensable. Euh, Bah, par exemple, on va prendre la position que j'ai prise à 28-48, si je me souviens bien, le 14. Alors, C'était tout simplement, il y avait je vais une revenir sur ton graphe. hausse. Attends, Comment? je reviens sur ton graphe, juste le point, il est 15h31. Comme on le voit, Wall Street, dans un premier temps, ouvre plutôt à la baisse. Il faut se méfier des premières heures des premières minutes de cotation. On refera le point dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc on repasse sur ton graphe et donc tu vas nous expliquer précisément, tu vas nous apporter les précisions que tu étais en train d'expliquer. C'est bon, je suis de retour sur ton graphe, donc tu peux nous montrer des points précis. Donc là, il y a eu une baisse, on voit clairement. Là, il y a eu un sorte, moi j'appelle ça un petit caca nerveux. Et on voit que le marché à 2 heures du matin, bon, le 13, moi je dors à cette heure-ci. Donc je suis pas rentré. On voit que le graphique repart à la hausse avec la zone dynamique qui la suit. Et pile poil, là, à 14 heures, donc j'ai dû prendre, si mes souvenirs sont bons, entre 14 heures 14h15 à 48, enfin 28-48, c'est tout simplement, ça vient rebondir sur la zone dynamique. Donc à ce moment-là, je me pose pas tellement de questions. J'ai un plan de trading que je suis. Je vois que ça rebondit, j'achète. Les derniers plus hauts, ils étaient assez intéressants. Enfin, ça avait fait un dernier plus haut juste avant. Enfin, plus haut. J'expliquerai ça mieux sur le forum. Donc j'achète j'ai mis 50 pips, je mets toujours 50 pips de stop loss parce que la dynamique a toujours un écart entre la ligne la plus haute et la ligne la plus basse de 50 et que j'estime que si ça repasse en dessous parce que dans l'enveloppe il y a aussi le milieu, ça correspond à la moyenne mobile 50 tout simplement. Si ça passe en dessous, pour moi, la tendance ne se confirme pas.
Et donc là, j'ai acheté, je me souviens plus tellement dans quel état d'esprit j'étais, mais j'ai acheté et bon, ça monte, ça monte, ça monte. Là, à 9 heures du matin, le 16, c'est rentrer à nouveau dans la zone dynamique, ça en ressort, achat, boum, ça monte. Et après, pour la stratégie de sortie, donc ça varie. En général, j'attends toujours 100 pips de gain pour déplacer le stop loss au point d'entrée. Et ensuite, j'attends 150 pips de gain pour déplacer à 50 pips au-dessus du PE, enfin du point d'entrée. Mhm. Et je vais par palier comme ça. D'accord, donc pour résumer ta stratégie, c'est donc une stratégie de suivi de tendance sur laquelle tu prends Mhm. position sur phase de rebond plutôt que sur phase de franchissement des précédents plus hauts, donc plutôt qu'une approche de breakout. Au niveau des stop loss et take profit, tu appliques un ratio gain-perte de 2 pour 1, c'est-à-dire que ton objectif initial est 2 fois plus grand que ton stop loss. De Ah non, plus, non, 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 je n'ai pas vraiment d'objectif, c'est juste je laisse le marché respirer de 100 pips. Et comme je disais, c'est à partir de 100 pips que je mets un stop au PE. Et mhm. à 150 pips, là, je me permets de prétendre à 50 pips de gain en les laissant respirer de 100 pips. Et s'il augmente, bon, bah, je vais, en fonction de là, faire monter mon PE. Ou alors, si je sais que je ne pourrai pas être physiquement présent derrière l'écran, je mets un stop suiveur à 100 pips. D'accord. Pourquoi choisir justement donc quoi qu'il arrive, tu sors sur stop, c'est-à-dire que tu sors une fois qu'on a un Voilà. petit retour, tu ne sors jamais avec un objectif, avec un take Non. profit en fait. Non, enfin, si ça arrive, ça arrive. C'est rare, ça arrive bah, quand il y a des cas de figure. Bah, quand j'arrive sur une grosse résistance, je n'ai pas d'exemple en tête, mais quand j'arrive sur une grosse résistance, quand je suis en long, bah, je clôture manuellement si je suis derrière l'écran, ou avec mon portable, ou quelque part. Mais ça arrive, mais on va dire que ça arrive une fois sur cinq, quoi. Ok. Alors, pourquoi choisir justement de plutôt privilégier des... Alors, l'écran est pas dans une autre fenêtre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, pourquoi choisir justement une approche avec un trailing stop plutôt qu'un objectif clairement fixé avec par exemple un ratio gain-perte clairement établi sans déplacer le stop initial? C'est quoi? C'est par expérience? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences par le passé avec ce type Parce d'approche? que non, parce que pour moi, j'ai souvent vu ou entendu autour de moi des personnes qui, par exemple, se disent 30 pips, c'est un stop loss raisonnable. 30 pips par rapport à quoi, je ne sais pas. Et qui vont se dire, il faut que je gagne au moins 4 fois ça, et qui vont mettre à 120 pips, mais est-ce que le marché va justement aller à 120 pips? Il va peut-être bouger de 90 pips, mais il va rechuter aussitôt et les personnes vont se plaindre, gna gna gna, enfin c'est pas aller jusqu'au bout. Non, je laisse vraiment respirer le marché. Je ne fais pas le marché, surtout pas à mon niveau, donc je laisse respirer, et ne serait-ce que 50 pips de gain, sachant que tout à l'heure, je crois que tu me parlais de mon taux de réussite, c'est ça? En Oui. pourcentage, il est quand même au-dessus, il faudrait que je le recalcule, mais au-dessus de 70%. Donc, et même s'il était à 50%, ça me ferait à 0%. Donc, et à chaque fois que je gagne, en général, c'est toujours 4 fois plus que, enfin, en moyenne, 3 ou 4 fois plus que mon risque. Et franchement, je préfère laisser respirer le marché que de partir dans des prévisions exactes. C'est par expérience. J'ai pas vraiment envie de me prendre la tête à calculer précisément avec Fibo ou avec les canaux de tendance vers où le marché va se diriger. Je préfère le laisser respirer. Très bien. Tu as indiqué que tu as pris une position au début de l'émission. Pour avoir Ouais. un exemple concret de ta stratégie, est-ce que tu peux nous expliquer les critères de cette prise de position et la manière dont tu as placé tes stop loss sur cette position? Alors, je sais pas si on voit à l'écran là, puisque je Si. ne suis pas en même temps sur le deuxième écran, le live sur le site. Non, On le mais t'inquiète voit? pas, on voit, y a pas de problème. En fait, ça va être décalé sur le D'accord. live, mais une autre voix également, donc tout est coordonné, y a pas de problème. Je vais agrandir à fond. Hop. Donc là, en fait, on voit, ça c'est l'euro-dollar en Oui. H1. On voit on voit que ça a enregistré un dernier plus haut pour moi à 31,19 et que ça a brisé ensuite la zone dynamique, ça l'a traversé pour la briser en sortant à 30,42.
Pardon. Et donc on voit là les deux lignes rouges, donc celle du bas c'est le point d'entrée, celle du haut c'est le stop loss, donc à 50 pips. D'ailleurs normalement je devais rentrer à 42, je l'ai mis à 82, il faudra que je remonte à 92. Mais donc voilà, c'est un dernier plus haut, ça sort de la zone dynamique à la baisse. Pour moi c'est un signal de vente. Le dernier plus haut n'est pas au-dessus de l'avant-dernier plus haut. On a enregistré un plus bas un plus bas en dessous de l'avant-dernier plus bas. Pour moi, c'est un signal de vente. C'est aussi simple que ça. Mais vu que ça pourrait très bien être une résistance, c'est pour ça que je suis assez mitigé. J'ai pris combien ça fait? J'ai pris 2,5% de risque. Par rapport à ton capital. Est-ce que tu calcules toujours très précisément le risque que tu encours au maximum par rapport à ton capital? Oui, justement. Bah, d'ailleurs, les 50 pips, ils sont assez importants pour moi, puisque bon, ça me permet de calculer de tête la prise de risque. Si on va prendre, tu parlais que tu avais un capital de la mort de 250 €, c'est ça? De départ, oui, maintenant ça a un peu évolué, mais Oui, à la parce que base, oui. oui, il y a quelques mois, en janvier, j'ai commencé un truc avec un capital de 250. Donc on va dire par exemple là, j'ai pris, j'ai pris 2,5% de risque, ça fait 7,5 €. Oui. 7,5 €, ça se calcule très facilement avec 50 pips. Ça fait quoi, au gros, approximativement 3600 €, enfin 3600 € de position. D'accord, oui. Donc environ 0,03 ou 0,04 lots en moyenne, enfin, Voilà, voilà. selon la période. Et les 50 pips me permettent justement de calculer précisément le risque par rapport à ce que je vais engager. C'est plus simple que les personnes qui vont se dire, tiens, 27 pips, 50. 50 au moins, c'est rond, c'est clair, c'est net. C'est beaucoup plus simple. D'accord, donc cette Enfin, approche je des sais pas 50 si pips, je réponds vraiment à ta question. Si, je vois, donc c'est une approche qui est plutôt liée à la gestion du risque qu'à un niveau technique précis. Oui et non, c'est vraiment, enfin vu que déjà là je suis en train de reprendre, donc j'essaye de ne pas commencer à trop me prendre la tête directement dès les premiers jours, mais c'est vraiment une manière de trader très cool, très calme. Et 50 pips, bon, comme je te disais, la zone dynamique me définit 50 pips justement de zone chaotique. Donc je prends 50 pips de risque. Et comme les 50 pips sont en général au-dessus de la moyenne mobile 50, qui représente la moitié de la zone dynamique, ce qui est logique, j'estime que si ça franchit au-dessus de ça, c'est la tendance se retourne, enfin la tendance n'est pas confirmée. Ok, alors il y a pas mal de monde qui nous a rejoint, hein. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur l'émission. Il y a 13 connectés sur le chat et j'ai pas vu combien il y avait de personnes qui nous suivent, mais à mon avis c'est pas mal. Bienvenue à tous et merci d'être aussi nombreux et aussi fidèles. Il y a Bird qui vient de nous rejoindre, il y a Thibaut qui nous demande suivi de tendance et à son avis il est du même avec toi, donc pas de take profit vu qu'on suit une tendance jusqu'à ce que la tendance ne soit plus. Donc tu es d'accord avec ce qu'indique Thibaut sur le chat? Est-ce que c'est pour ça que tu n'appliques pas de take profit? C'est pour laisser respirer la tendance, comme tu l'as dit, respirer le mouvement? Oui, non, voilà, je laisse respirer le marché de 100 pips. Comme je disais, c'est pas à mon niveau que je vais faire le marché. D'ailleurs, je pense que jamais de ma vie je ne ferai le marché. Je n'ai pas la prétention de savoir jusqu'où précisément le marché va aller, puisque c'est tellement subjectif, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Je préfère laisser respirer et empocher 50, 100. Bon, en moyenne, j'encaisse 150 à 200 pips. Bon, là, par exemple, pour la petite position, là, c'est vraiment une position que j'ai pris comme ça à l'arrache. C'est juste, d'ailleurs, j'ai divisé par deux le risque. Mais voilà, ouais, c'est vraiment laisser respirer le marché jusqu'à ce qu'il aille au plus haut. Donc, si par exemple il touche en plus haut, je sais que 100 pips plus bas, bah, j'encaisse les gains automatiquement. Ok. Et comme je te disais, une fois sur cinq, il y a des figures tout de même que je sais reconnaître et qui me font clôturer manuellement. Ok. Par rapport à tes signaux, pour avoir la confirmation, est-ce que tu attends la clôture d'une bougie en dessous ou au-dessus de la zone dynamique? Ça, j'attends toujours la clôture de la bougie quand j'étais petit. Quand j'ai démarré le trading, donc quand j'étais petit, un newbie, je travaillais sur des bougies de M5, donc ça veut dire par exemple là il est 15h42,
À 42, il faut aller attendre 45 pour la clôture de la bougie. À 42, je voyais, ah tiens, ça monte, j'achetais, paf, la clôture de la bougie se faisait 15 pips en dessous, quoi. C'est très important pour moi d'attendre la clôture de la bougie, justement. Euh, Par rapport à l'unité de temps que tu utilises, pourquoi du 1 heure précisément? Bah, comme je te disais, l'emploi du temps, c'est tout, en fait, toutes les heures, je travaille la première quart d'heure, enfin le premier quart d'heure, et ça me permet pendant 45 minutes de m'occuper soit de suivre le marché et de repérer des futurs points potentiellement intéressants sur les différents cours, donc ne pas arriver durant le premier quart d'heure à complètement à l'improviste, qu'est-ce que le marché fait, ou alors justement de suivre mes positions, mais de loin, parce que par expérience, j'ai appris que vaut mieux pas rester, comme tu disais, avec le doigt sur la gâchette pour clôturer ou quoi que ce soit. Je laisse. C'est vraiment un système de trading fait pour respirer, être au calme, sans trop se prendre la tête. Ok, alors on a Scalper qui nous demande à combien tu as positionné ton stop sur cette position. Tu l'as dit tout à l'heure, mais si tu peux le répéter, il n'a pas entendu apparemment. À 50 pips, donc attends, je suis rentré. Bon, je suis un petit peu rentré en retard parce qu'on avait commencé à parler. Je Ouais. suis rentré à 32 alors que j'aurais dû rentrer à 42, donc à 32 j'ai positionné à 82, mais bah tiens, je vais faire tout de suite, je vais relever à 92. D'accord, donc 50 piles d'écart. Donc là, tu as choisi cette unité de temps et cet écart en partie pour laisser respirer les marchés, comme tu as dit, et pour une question d'emploi du temps et de gestion du stress. Est-ce que tu penses que ce type d'approche avec des mêmes paramètres est aussi valable sur des unités de temps plus courtes? Bah avant je travaillais sur des unités de temps plus courtes, mais pour moi il y a beaucoup trop de faux signaux quoi. Par exemple là je vais mettre en M30, oui c'est tout à fait possible de travailler sur des unités de temps plus courtes, mais euh, bon, après tout, M30, c'est quoi? C'est deux bougies qui représentent H1, mais bon, je préfère avoir du H1, parce que M30, ça m'obligerait, déjà, ça me prend un quart d'heure pour me décider à rentrer en position avec toutes les paires, alors qu'en M30, ça me laisserait donc un quart d'heure pour rentrer en position, et un quart d'heure seulement pour suivre le marché, ou si, par exemple, je me fais à manger, ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup trop court. C'est vraiment par rapport à mon emploi du temps. Mais oui, c'est tout à fait possible de travailler en M30 ou M15, parce qu'après tout, ce ne sont que. Voilà, en M15, j'aurais dû rentrer à 53 avec un stop à 93. Un stop à 31,3 plutôt. Ok. Si tu baisses dans les unités de temps, tu ne baisses pas ton exposition, c'est-à-dire que tu réduis pas l'écart entre ton point d'entrée et ton stop loss? Ah non, 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 moi c'est 50 pips, tout simplement 50 pips. Je me suis fixé 50 pips, quand je te disais, la zone dynamique me définit une zone de 50 pips, donc je prends ça Ok. comme base. Ok. Au niveau des moyennes que tu utilises, est-ce que tu peux me dire précisément leur méthode de calcul? Les moyennes mobiles? Enfin, celle que tu utilises, la vague, c'est bien des moyennes mobiles ou c'est des moyennes mobiles Oui, modifiées? oui, c'est des enveloppes. C'est des enveloppes de MT4. C'est à l'époque où ça remonte à 2 ans où j'avais testé 36 indicateurs, plus les indicateurs de base de MT4. Oui. Et je me suis arrêté là-dessus. Je me suis pas tellement intéressé. C'est des moyennes mobiles en fait, tout simple, hein. C'est appliqué sur le close, enfin le plus haut, le plus bas et la fermeture. À un moment, j'avais mis l'ouverture, mais bon, l'ouverture, c'est la clôture du précédent. Enfin bref, c'est, pardon, enfin, je comprends pas ce que tu voudrais que je définisse Bah, la méthode de calcul. donc tu dis des enveloppes, alors donc c'est quoi? C'est pas des moyennes mobiles, c'est Si, ce sont des moyennes mobiles au final, mais des moyennes mobiles en enveloppe. et donc Après, la appliqué méthode de à quel calcul, cours? À quel cours en fait tu les appliques? Enfin, je veux dire pas à quel cours, à à 50, combien de la bougies? période, Voilà, la période de la moyenne par exemple. à 50. D'accord, 50. 50. Et elles sont calculées par rapport au cours de clôture, au cours d'ouverture ou au cours moyen? Bah, plus haut, plus bas et clôture. D'accord, ouais, donc voilà, donc Donc, bah, attends, bah, si tu veux, je vais prendre un graphique simple, enfin stérile. oui. Je vais te montrer comment c'est, grosso modo. En H1, tac, voilà, donc j'applique une enveloppe, tac, tac, pas de déviation, voilà, en simple. Tu vois, là, il n'y a qu'une seule moyenne mobile, et après, c'est
le résultat de Trois trois enveloppes. enveloppes. Et donc les deux autres, elles sont... Bah, les deux autres viennent se compléter. Donc là, j'ai fait sur le close, je mets sur le Ah oui. height. Tu vois, Et sur ça le... dessigne déjà Ok, la zone dynamique, hop, là-haut. Et voilà. ok. Euh, C'est juste, ça forme une zone, quoi. les enveloppes, c'est des indicateurs qui sont fournis par défaut sur MetaTrader? Ouais, Ok, par merci. défaut. Enfin, moi, j'utilise MT4, je suis jamais passé au MT5. Ouais. Moi non plus pour le C'est moment, mais bon, apparemment il n'y a bon, pas de quoi. grosse évolution. Ok, bah merci bah pour ces explications. Là, c'est très précis et je pense que tout le monde a bien compris l'idée et donc l'approche. Tu dis que tu as des résultats tout à fait satisfaisants avec ce type d'approche. C'est Mm. du suivi de tendance, donc c'est quelque chose d'assez sain. Quand on regarde la dernière dynamique haussière en 1 heure sur ton graphique, bah, les points d'entrée ont été vraiment très intéressants. Donc, a priori, ça peut être une approche qui est assez intéressante. Est-ce que tu publies des résultats liés à cette stratégie ou pas du tout? Non, parce que j'ai jamais publié de résultats vraiment nulle part. Mais enfin, je voulais rajouter, c'est une technique assez simple, vraiment très simple, que même un débutant, enfin un débutant avec quelques bases quand même de connaissances sur le marché et avec une petite expérience peut très bien appliquer. Mais bon, enfin, pour moi, chaque technique est propre à son trader. Donc, est-ce qu'avec une autre personne ça peut marcher? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment une technique extrêmement simple qui a la portée de tout le monde et je prendrai du temps pour 1 ou 2 heures pour la définir plus en détail sur le forum. Et parce que là, tu m'as demandé par exemple pourquoi je suis rentré précisément là tout à l'heure sur l'euro USD, mais bon, ça aurait été un mauvais exemple. Je vais plutôt définir mon point d'entrée du 14, du 14 à 14 heures sur le forum en expliquant le pourquoi du comment. Et c'est aussi une méthode que je compte bientôt, enfin que j'utilise déjà un petit peu sur les CFD. Donc le CAC 40, le DAX et le Dow Jones principalement. Et là, l'autre jour, je suis rentré sur l'action Google. Attends, je regarde ça. Je regarde sur mon deuxième écran. Tchoum. Google. Alors, je suis rentré à 468 le 9. Le 9 à 468. Bon, bah là, l'action est à 499. Bah tiens, elle vient d'ouvrir, ça a encore pété Alors à la là, moi sur hausse. le suivi, là, Avec un l'écran, là, objectif à 520. là, sur ton Comment? écran, j'ai toujours l'euro-dollar, hein, j'ai pas Google, est-ce que c'est normal? Oui, bah attends. Ok. Ah voilà, ok, ouais, c'est sur un de tes autres écrans. Voilà, mais non, mais ça c'est. Justement, là on verra pas la zone dynamique. C'est. Voilà, là-dessus en H2. En H2, donc je suis rentré là. Je suis rentré là. Après un dernier plus bas, je suis rentré sur un plus haut. Enfin là, c'est vraiment purement le système de vague. Tiens, la moyenne mobile, enfin bon, il sert à rien. Je vais mettre cet indicateur. Merde. Bah, merde. Hop, 50. Voilà, donc ça c'est le milieu de ce qu'on pourrait dire la zone dynamique. Donc on va D'accord. prendre là et là. Ok. Et, Donc je suis et cette rentré position a ici. été prise à partir de la zone dynamique. Là, on l'a plus, mais à l'époque, Oui, c'était. mais oui, je l'ai plus. Enfin, là, il est pas à l'écran, mais il faudrait que je remette le compte, enfin sur MT4 et tout. Ouais. Mais c'est en fonction de la zone dynamique. J'ai vu un point assez intéressant. J'ai voulu tester. En plus, le risque, j'ai pris vraiment un risque minime en prenant, je ne sais plus combien, une centaine d'actions ou 80 actions, je sais plus. Donc voilà. Ok. Et tu es toujours en position sur Google ou tu es sorti? Non, j'ai clôturé l'autre jour parce que bon, vu que ça me stresse un peu les actions, c'est vraiment la première action que je prends. Et attends, je le vire de l'écran. Merde. Je vire ça de l'écran. Je l'ai clôturé à, je sais plus, 78, 79, un truc comme ça. Enfin, ça avait été clôturé avec le stop loss parce que justement là, le stop loss, je l'ai extrêmement mal géré. Autant sur le Forex, je sais que c'est 50 pips. Là, j'avais mis un stop suiveur. Je savais pas trop comment faire sur les actions. Surtout que je connais pas du tout Google. C'était juste un petit test pour voir si ça peut être appliqué là-dessus. Bon, a priori, pourquoi pas. Donc, il faudra que je retravaille
plus tard, durant les prochaines semaines, afin d'appliquer ça aussi sur les actions. Ok. Donc c'était la première fois que tu appliquais cette stratégie sur le marché action. D'habitude, c'est toujours uniquement le Forex? Forex et les indices comme CAC 40, DAX ou Dow Jones. D'accord. Tu les trades Et via des futurs? je trade quand même à 70% le Forex. D'accord. Ces indices, tu les trades via des futurs, des CFD, quel type de produit? CFD. CFD, d'accord. On a vu que sur Google, par exemple, tu étais en H2. Pourquoi cette différence par rapport au Forex sur lequel tu étudies plutôt en H1? Tout simplement parce que mon deuxième écran, il est un peu plus petit que le premier. Il fait que 19 pouces, le deuxième il fait 24 pouces et que c'est en HDMI 2, j'aime pas trop l'image. Donc je mets en H2 pour avoir le cours concentré sur la même période avec des bougies relativement assez grandes pour que je puisse voir de là où je suis parce que l'écran est un petit peu éloigné. Donc et pour moi H2 c'est quoi? C'est deux bougies en H1 quoi, c'est tout. D'accord, ouais, donc plutôt une question pratique. Ouais. Alors on a quelques réactions et avis sur le chat, donc je vais te les lire. Oui, là, donc Birdcom qui participe régulièrement et donc qui participe notamment chaque mardi soir au podcast de Vidéo Bourse, nous dit que lui il est rentré long sur l'euro-dollar, sur une approche moyen terme, mais je crois que c'est en 4 heures qu'il étudie, donc il a pris position dans le sens de... C'est vrai, oui. Voilà, ouais, bah, par exemple, toi si tu regardes justement ton approche en 4 heures, tu aurais plutôt... Alors là, on est passé en 4 heures, voilà. Bah non, tu n'aurais pas vraiment de signal actuellement. Tu attendrais une correction un peu plus forte pour prendre position. Voilà, non mais comme je te le disais tout à l'heure, j'ai pris une position avec 2 fois moins de risque, bon, parce qu'il y a la résistance et que c'est un risque à prendre, et j'attends pas grand-chose de cette position, mais en H4, là déjà je serais pas rentré en position, je serais rentré en position le 13, donc la clôture de la bougie ça aurait été à 16h, le 13 à 16h à 28-27. D'accord. Alors, autre question, on a Larry qui nous demande quelle est la performance depuis janvier de la personne qui présente la vidéo en live, donc de toi Gleb. Nous demande Larry, alors tu lui as répondu en partie à cette question tout à l'heure en disant que depuis le début de l'année tu avais peu tradé finalement. Depuis février, je me suis mis un petit peu à l'écart des marchés pour souffler psychologiquement et physiquement. Et donc tu penses que c'est pas utile de donner ta performance depuis le début de janvier? Merde, où est-ce qu'elle est la fenêtre? Non, merde, sur la Wi-Fi, je sais que j'ai une fenêtre qui récapitule à peu près tout. Non, mais. Bah, si je veux, vraiment, les débuts de l'année, je sais que je n'ai. Enfin, début de l'année 2010, je n'ai pas tradé parce que je revenais de vacances et ça a été assez violent au niveau de tout ça. Enfin, bref. J'avais tradé 4 jours, j'avais fait à peu près, je sais plus, une trentaine de pourcents en 3 jours. Ça représente, je sais pas si c'est intéressant de donner la valeur monétaire. Non, la valeur monétaire, non, c'est juste en pourcent. Voilà, une trentaine de pourcents en 4 jours, mais je me souviens, d'après mes souvenirs, ça avait été 4 jours assez intensifs. Et donc là, depuis, Et, tu n'as pas vraiment retradé depuis quand? Depuis ce début de semaine, là, tu reprends à peine là, le trading? non, je reprends depuis à peu près une semaine et demie, mais c'est vraiment que ce jour-là où je reprends avec des heures fixes, vraiment comme si j'allais au bureau, vu que je traite de chez moi, c'est vraiment, il faut savoir se gérer. Et oui, c'est vrai que c'est que depuis ce jour-là que je reprends sérieusement, mais sinon ça fait une semaine et demie, et pendant les vacances d'août où je bossais 1, 2 jours par-ci par-là, quand je voyais des points assez intéressants pour moi. Ok. Donc, Ok, merci pour la précision. Alors ensuite on a Scalper qui dit je pense pas que son stop soit touché, mais pour un trading en tendance, je trouve l'entrée donc étrange, il nous dit Scalper. Étrange, je sais pas, moi personnellement je la trouve pas étrange. Après on peut la discuter, c'est toujours discutable, un point d'entrée, un point de sortie. De toute façon sur les marchés il n'y a pas de vérité absolue. Mais Scalper, si tu peux nous apporter plus de précision. Donc ensuite Scalper nous dit il aurait peut-être mieux valu attendre le premier rebond. Après voilà, comme je viens de dire, c'est une question de compromis en trading. Rebonds, justement, moi, bah, c'est ça, justement, comme tu disais tout à l'heure, j'attends souvent les rebonds H1 pour entrer en position. Mais oui, c'est vrai, mais sauf que là, c'est. Justement, je sens le coup un peu foireux, c'est pour ça que j'ai pris 2 fois moins de risque, mais comme ça marquait un dernier plus haut, et que là on est sur une résistance, bon, il y a des chances, C'est juste que moi, ma technique, ça part en sortie pour la zone dynamique, c'est un signal, mais comme c'est vrai qu'en H4, pardon, en H4, parce que oui, j'ai oublié de dire que je regarde souvent aussi pour définir la tendance en D1 et en H4.
la tendance plus long terme que ce que je trade. C'est vrai que oui, c'est vrai que là c'est un peu c'est risqué, c'est audacieux, mais bon, je vais voir ce que ça donne. Ok. Donc ensuite on a Thibaut qui nous dit que ta technique ressemble beaucoup à The River de Rob Booker. Également je pensais à The River moi de Raggy Horner. Est-ce que ça te parle ça? Pas vraiment, non. Ok, bah c'est des stratégies assez proches de celles que tu utilises avec des moyennes mobiles qui sont différentes, mais sinon ça reprend un peu la même idée. On a Thibaut qui nous dit suivi Non, de tendance. Oui. oui. Alors, Non, ce sont toutes les mêmes moyennes mobiles, mais pas appliquées sur le haut, le plus bas et la clôture, c'est tout. ok. Thibaut nous dit suivi de tendance, meilleur système de trading, mais émotionnellement difficile. Tu es d'accord avec cette affirmation? Ça dépend ce qu'il entend par émotionnellement difficile. C'est... ça dépend de ce qu'il appelle émotionnellement difficile. Justement, moi, j'essaye de garder. C'est pour ça, quand je parle de trading, on dirait toujours que je suis un peu blasé, distant, mais c'est un état d'esprit que j'ai décidé d'adopter justement pour ne pas me retrouver comme avant. Dès que j'étais en position, j'étais vraiment stressé, crispé à ma souris. En attendant, le moindre petit pips que ça bougeait, ça me faisait soit péter un câble, soit rendre joyeux. Donc, émotionnellement difficile, ça dépend de qu'est-ce qu'il entend par là. Ok Thibaut, ouais, si tu peux préciser, ça peut être intéressant. Alors ensuite, on a Bird qui a publié le suivi de sa position sur le compte intraday. Donc on a regardé ça après l'émission. Merci Bird, je publierai ça sur Vidéo Bourse bien sûr. Bird qui nous a quitté, donc bonne journée, bon trade à toi. On se retrouve au pire demain soir. Sinon, je pense qu'on va te retrouver d'ici là sur le forum, sur le chat ou non, sur le forum ou sur le chat, donc sur Vidéo Bourse. Rewolf qui fait le point, Yael qui nous dit y a-t-il un backtest pour cette technique? Alors, pour un backtest, il Non. faut notamment une stratégie automatisée. Est-ce que tu penses que cette stratégie est automatisable? À vrai dire, les systèmes automatiques, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais si quelqu'un veut commencer à réfléchir à un système automatique, oui, pourquoi pas. Je connais assez mal les systèmes automatiques, mais je pense pas du tout que ce sera possible de faire certaines choses qui, pour moi, c'est vraiment le trading discrétionnaire. C'est complètement différent par rapport aux trucs automatiques. Ok. Thibaut termine, donc je termine avec Thibaut qui nous dit savoir couper vite ses pertes et oser laisser courir ses gains. Voilà ce qu'il appelle émotionnellement difficile. Savoir couper ses pertes, non, parce que dès l'entrée en position, il y a un stop à 50 pips. Donc, soit il est touché, soit il n'est pas touché. Mais il y aura si c'est une perte, ce n'est pas. Là, c'est dans 0% des cas où c'est moi qui ferme. C'est touché automatiquement par le stop loss. Ok. Donc on a fait le point, il est 16h01, donc on va terminer là-dessus. J'en profite simplement pour vous rappeler qu'au mois d'octobre, donc dès le 1er octobre, donc c'est vendredi, pas celui de la semaine prochaine, se tiendra le championnat de trading sur Vidéo Bourse avec Delta Stock durant le mois d'octobre, avec 5000 euros à se partager entre les 10 premiers. Ce sera 5000 euros de marge, une marge qui sera débloquable et donc avec laquelle déjà vous pourrez réaliser des gains qui seront retirables sans condition. Et la marge sera également retirable à partir du moment où vous avez tradé un certain nombre de lots, comme c'était le cas pour les précédents championnats avec Delta Stock. Donc ça se passe plutôt bien. On peut avoir les réactions des précédents gagnants, donc tout s'est bien passé. Et il y en a qui réalisent de beaux bénéfices et qui ont pu retirer l'ensemble de leurs bénéfices, donc de leur marge, pardon. Donc 5000 euros à se partager entre les 10 premiers, c'est 1150 euros pour le premier, ensuite c'est décroissant jusqu'au 10e. Est-ce que toi ça t'intéresserait de participer? Est-ce qu'on pourrait te retrouver? Ça pourrait être une bonne occasion justement de suivre tes résultats précisément avec cette approche. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser, toi, Glenn? C'est quoi? C'est un concours sur. MetaTrader, c'est un championnat de trading sur un mois. Donc avec. Ouais, parce que j'avais fait le concours de capital, mais j'avais arrêté parce que il y avait des horaires, on pouvait pas utiliser plus de 5 fois le levier, ou 5, on pouvait pas faire plus de 5 positions, c'était beaucoup trop restreint, donc j'avais arrêté, mais là, oui, ça pourrait m'intéresser. Ok, voilà, donc je te propose à toi et je propose bien sûr à tout le monde. Donc c'est ouvert absolument à tout le monde, c'est à partir de compte démo, donc entièrement gratuit. Les inscriptions vont s'ouvrir dans la journée, ça devrait déjà être fait. Je suis un peu désolé, après un peu de retard, on est en train de bosser dessus avec Delta Stock, donc ça va se lancer dans la journée. Les inscriptions donc, vont s'ouvrir et vous pouvez vous inscrire jusqu'à la fin du championnat. Donc même si vous êtes en retard, vous pouvez vous inscrire un peu plus tard, voilà pour l'information. Bah écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup à toi surtout Gleb de nous avoir donné ces explications et de nous avoir accordé du temps. Et puis j'espère